on va maintenant parler du savoir. Le clic de la mirandole, voilà. Un joli clin d'œil signé Jean-Pierre Hulot. Le savoir au temps de Wikipédia, les réseaux sociaux, quid de son acquisition, éducation, formation, son stockage, les notions de mémoire évidemment, et puis son utilisation. Est-ce qu'il y a une réflexion critique? On va en parler. Le pouvoir de la machine, le rôle des médias et des différents métiers de goût et de passion. Philippe va être avec nous. L'influence des médias et de l'opinion dans les grands enjeux sociétaux, environnementaux, on en parlait avec Serge à l'instant, et puis aussi dans l'actualité immédiate. On va accueillir 3 personnalités, de vraies grandes personnalités encore une fois. Alors lui, c'est un créateur, un dénicheur et un producteur. Il aime produire de l'information de qualité, avérée, vérifiée. Il fait partie des journalistes emblématiques de la belle époque d'Europe 1. Et après avoir créé l'AEF, ce boulimique passionné a créé Newstank, une agence de presse qui propose jusqu'à 90 articles quotidiens. L'ami Marc Guiraud qui est avec nous. Marc, viens nous rejoindre. Voilà, installe-toi ici, Marc. Hop. Je fais une petite translation de vecteur, je ne sais pas quoi, mais je me déplace. Alors c'est la quête du savoir qui l'anime. Elle décortique ces données qui nous fascinent, nous intriguent et peut-être nous terrorisent aussi. Et au-delà de nous éclairer sur les machines, elle met en scène avec malice ses enjeux. Moi je vous conseille d'aller voir sa pièce où la machine joue les premiers rôles, c'est au Off ici à Avignon, les 16, 17, 18 juillet. Voilà, un peu de pub, ça fait pas de mal. Laurence de Villers qui est avec nous. Merci Laurence de venir nous rejoindre. C'est bien ça, hein, 16, 17, 18, hein? Bon ben voilà, ça, un temps d'avance, un jour avant, avec plaisir. Installez-vous. Il m'a toujours épaté par son attention à l'autre avec sa connaissance et son expertise du goût, fine évidemment concernant le vin et le bien manger, qui est salué d'ailleurs dans le monde entier. Il aurait pu être pédant et imbuvable, mais pas du tout. Hein. Il aime transmettre et partager son savoir avec son phrasé unique. Vous reprendrez bien un verre ou un verre de Philippe Forbrac, un millésimé bien sûr. Philippe, viens nous rejoindre. On peut l'applaudir. Un habitué de DPA. Voilà, merci à tous les 3. Oui, je vous le disais, des profils différents, des profils variés, avec nos 3 invités ce matin. Et c'est ce qui fait la richesse de nos échanges. Et encore merci au comité de pilotage piloté par Jean-Pierre Hulot. On va commencer avec vous, Laurence. Racontez-nous ce que vous faites. Que ce soit en tant que chercheuse, les micros sont ouverts, donc ça roule. Merci de l'invitation déjà. Merci à vous. L'IMSI, CNRS, vos métiers qui sont aussi des passions. Oui, alors j'ai bien compris qu'il faut que je vous raconte des histoires sur les émotions, ça tombe bien, c'est mon sujet de recherche. Fondamentalement, depuis 2000, enfin avant j'avais fait d'autres choses, je travaille sur l'apprentissage machine pour... depuis 2000, comme je disais, essayer de détecter les émotions dans la voix et dans les écrits, ou dans le texte et dans la voix, voire dans les images, voire dans d'autres aspects. Donc c'est important de comprendre que les machines n'ont pas d'émotions. C'est pas parce que je cherche à détecter des émotions, c'est les émotions des humains qui parlent aux machines. Okay ? Donc, l'intelligence artificielle, qui est mon domaine de recherche depuis très longtemps sur l'apprentissage, donc je suis professeur en intelligence artificielle à la Sorbonne et chercheur au CNRS, c'est avant tout une imitation de ce que nous sommes. Et donc il y a là un artifice, enfin on projette beaucoup trop sur ces machines. Et de l'autre côté, donc il y a cette illusion qu'elle a des capacités humaines qu'elle n'a évidemment pas. Donc je vais juste brièvement reprendre quelques points de bascule. Et après, on les développera une fois que nos amis aussi auront présenté leurs enjeux. Donc, je développerai plus la démystification de l'IA tout à l'heure, mais je voulais vous dire qu'il y a quelques faux présupposés que j'ai entendus. L'écologie, la technologie ne va pas tout résoudre. Hein. C'est un dilemme. Ça consomme de l'énergie. Donc, il faut faire attention à la mesure de la consommation. L'IA générative, ChatGPT, j'essaierai de démystifier. C'est dans les mains de tous, sans responsabilité du tout. Hein. Le diable est dans les détails, ça répond des trucs faux. Ça peut en plus faire beaucoup de mésinformations, on en reparlera. Donc c'est important de comprendre que c'est un diffuseur de fake news. Ensuite, l'éducation dont on a parlé
un peu hier. C'est un sujet extrêmement important. J'ai entendu parler d'apprentissage, c'est bien, mais les tout petits, qu'est-ce qu'on en fait? L'école est en train d'être dramatiquement malmenée. On a empêché de faire des maths pendant quelques temps. Les filles, d'ailleurs, sont les premières hein, qui vont subir ces conséquences, puisque en fait, elles ne prennent pas ces options. On ne les pousse pas du tout à faire des mathématiques. C'est essentiel pour la société de faire monter le niveau en sciences, mais pas en sciences mathématiques abstraites, mais un premier niveau qu'on puisse comprendre ces objets qui sont de plus en plus complexes. Et le dernier point, on a besoin donc de démystifier tout cela. Et ça, ouvrir cette boîte-là, on ne nous aide pas à le faire. Les GAFAM nous disent « Ah là là, c'est trop complexe pour vous. On va faire une super intelligence qui sera supérieure à la vôtre, d'ailleurs. » Donc, cette histoire-là est de beaucoup de marketing, hein, donc il faut bien l'entendre. Et rendre le monde meilleur, je pense que ce n'est pas à trois super héros des GAFAM de rendre le monde meilleur, mais à nous tous, collectivement. J'ai beaucoup aimé ce mot collectivité, collectif, mutualisation, qui est revenu à travers beaucoup de discours. Attention, on va se prendre au piège de ces idées, de ces machines qui vont aller scruter nos intimités. On fait des deadbots, c'est-à-dire des machines qui représentent le papa décédé, la maman décédée. Je travaille aussi sur des robots émotionnels pour les EHPAD, donc je pourrais en discuter aussi c'est très problématique et en même temps merveilleux, je suis d'accord. En tout cas, il faut essayer de réduire la projection spontanée qu'on fait sur ces machines de qualités humaines, qu'elles n'ont pas du tout, c'est du haut risque, et j'insisterai sur tous ces sujets. Je voudrais déjà vous remercier, Laurence, d'être avec nous et surtout d'avoir été extrêmement attentive à ce qui s'est dit pendant la majeure partie de ce colloque, puisque nous le terminons ce début d'après-midi, et d'avoir noté tous ces points. Et j'apprécie beaucoup que vous puissiez mettre en perspective ce qui a été dit, ce que vous avez entendu et intégré. Donc merci infiniment de l'attention que vous prêtez à tout ça. Marc, Laurence faisait référence aux fake news. Tu promeus depuis toujours, c'est pas Jean-Michel qui va me contredire, une certaine idée du journalisme qui te ressemble, avec déjà de l'humilité. Ça a commencé à la fin des années 90, quand Internet est arrivé, où s'est répandue cette idée que sur Internet tout était gratuit, que l'information devait être gratuite. Simultanément, on a eu la notion de curation de news. On disait on n'a plus besoin de journalistes parce que Google va tout agréger et tout vous livrer. Et moi, je me suis déjà dit que les moteurs de recherche, ils allaient trouver quoi? Ils allaient chercher quoi? Il faut bien, si c'est simplement aller chercher des textes primaires, des textes officiels, des accords d'entreprise, etc., c'était un peu court. Donc, je me suis dit que le rôle du journaliste dans cet océan et ce désordre désorganisé d'informations de toute nature, de tout statut, c'était justement d'aller vérifier, trier, et avec humilité, en se mettant derrière l'information, en essayant de la préciser le plus possible pour que les lecteurs, alors chez Newstank, on informe, on essaye d'informer des dirigeants. Donc on part du principe que les dirigeants sont capables de formaliser eux-mêmes leur propre opinion, leur propre avis sur l'information. Donc on ne fait pas d'éditoriaux. Voilà. Donc ce travail, en revanche... Tu ne mets pas en scène. On refuse la mise en scène, on fait l'inverse de la mise en scène, une approche un peu janséniste de l'information, mais on met toute notre énergie à la préciser, à donner le plus de détails utiles possible, pour que les dirigeants puissent ensuite se dire ça c'est fiable, ça a été vérifié, contre-vérifié, revérifié, et donc à partir de ce qu'on produit, ils peuvent prendre leurs décisions. Mais nous, c'est pas à nous, quelle est notre légitimité, nous journalistes, de dire il faut faire ça. Au maire de Bordeaux, votre stratégie de développement, elle est bonne, elle n'est pas bonne, etc. D'abord, c'est les électeurs qui vont le dire, Marc, c'est pas nous. Que tu es clair, en fait, avec ce que tu proposes. Il y a un nombre considérable d'entreprises qui sont abonnées aux différents fils, en fait, d'AEF. L'idée, c'est d'éclairer. Moi, je voudrais avoir avant de passer la parole à Philippe, en réagissant à ce que disait Laurence tout à l'heure sur ce côté fake news, ton avis sur les médias aujourd'hui. T'as combien de temps? Oui, c'est ça, 4 heures, c'est ça.
Non, mais en fait, voilà, moi j'ai fait 10 ans à Europe 1. Et fin 97, je suis parti parce que je pensais que j'avais fait le tour de l'information généraliste, on va dire audiovisuelle. J'aurais presque du mal aujourd'hui à dire que toute l'information audiovisuelle que je vois, notamment sur les chaînes d'information en continu, c'est de l'information et c'est du journalisme. Mais ben, bon, je ne voudrais pas non plus passer pour prétentieux. Mais voilà, donc, et partant de là, voilà, je me suis dit qu'est-ce que j'aimerais lire comme information qui soit vraiment utile. Voilà. Donc le fond du sujet qui est toujours là, c'est à quoi sert le journalisme dans une société démocratique développée. Il me semble, ma petite intuition modeste, c'est que quand avec les réseaux sociaux, alors ça s'est accéléré avec les réseaux sociaux, quand Internet s'est accéléré, où chacun est un éditorialiste puissant, un influenceur avec des centaines de milliers de followers, etc. Si les journalistes font ça aussi, ils servent à quoi? Personne n'a besoin d'eux pour ça. En revanche, s'ils reviennent à la source, à ce qui est pour moi l'essence du métier, c'est chercher des informations, les vérifier, les préciser, les chiffrer, et ensuite les donner le plus rapidement possible. Parce que la nature des organisations diverses, qu'elles soient politiques, économiques, des entreprises, n'ont pas spécialement envie d'être transparentes et de donner leurs informations. C'est comme ça. Donc voilà, on fait l'inverse de la médiocrité. Du mainstream, en tout cas audiovisuel. On va voir avec toi voilà. comment tu fais avec tes équipes justement et ton regard sur les médias et sur la connaissance et la transmission de connaissances est clé pour nous, tout comme celle que développent Laurence et Philippe. Philippe, il y a ces connaissances, cette expertise que tu as, je disais, cette façon, avec des sujets très pointus, très techniques pour les non-initiés, de transmettre. Ton regard justement sur cette bascule dans l'acquisition des connaissances. Bonjour à tous. Oui, moi j'ai la chance de faire un métier de passion et d'être un peu l'interprète finalement de gens qui travaillent notamment dans les vignes, dans le terroir, etc. Et on a aujourd'hui une vraie bascule de comportement, notamment des clients. On a évoqué avec Serge Trigano tout à l'heure un petit peu justement tout l'humanisme, à la fois des gens qui travaillent, mais aussi, bien entendu, cette dimension d'attente forte de la part des clients. Et aujourd'hui, notamment dans mon métier de restaurateur et de sommelier en particulier, on a affaire à des gens qui ont accès à l'information très rapidement, notamment grâce à toutes les techniques qui existent aujourd'hui. On fait une petite flash de l'étiquette, on a toutes les informations. Donc il faut aller au-delà de ça dans les propos, au-delà de ça dans l'approche du métier et apporter autre chose. Un sommelier d'antan, c'est un sommelier qui était capable de réciter les cépages, de parler effectivement des appellations. Mais il faut aller au-delà parce que tout ça, on peut l'avoir très facilement. Et donc le discours, il est plutôt dans l'expérience, dans l'émotion, dans cette dimension humaine qui est de raconter effectivement des histoires. Tu évoquais tout à l'heure les mots. Alors effectivement, mon métier est plutôt d'avoir un verre à la main et de vous en parler, comme je le fais d'ailleurs assez souvent quand je viens à DPA. Cette année, on m'a demandé un exercice différent d'investigation un petit peu sur le comportement finalement, sur l'évolution de ces comportements. Et il y a plein de bascules dans notre métier. Déjà, la bascule la plus importante que moi je ressens, c'est le fait qu'on boive moins. À déjeuner, vous êtes ici nombreux dans la salle, vous faites beaucoup de repas, on boit moins, donc il faut que sans arrêt on s'adapte et que non seulement on trouve les produits qui conviennent, mais aussi l'approche d'un comportement qualitatif, d'un comportement effectivement responsable. Également, ça c'est quelque chose aussi, c'est une vraie bascule. Il y a d'ailleurs une association internationale de responsabilité dans laquelle nous adhérons. Moi, j'ai été pendant ces dernières années président des sommeliers de France et j'arrive du congrès de l'association mondiale des sommeliers. L'un des sujets, organisé. C'est étonnant de penser que nous sommeliers du monde entier, on s'est réunis à Helsinki et je suis rentré hier pour venir vous rejoindre. On a parlé justement de l'approche de la consommation responsable. Et ça, c'est aussi une évolution considérable parce qu'on pourrait imaginer qu'un sommelier est là pour faire boire les gens. Un sommelier est surtout là pour partager effectivement des émotions,
pour apporter une dimension au-delà de la boisson, mais un souvenir beaucoup plus fort. Moi, l'une des phrases qui je trouvais la plus caractéristique de notre métier, c'est on boit pas pour oublier, on goûte pour se souvenir. Et donc ça, c'est une phrase... Beau, ça. C'est beau, ça. Merci. C'est vraiment quelque chose qui est important parce que qu'on capitalise finalement sur ce que l'on vit. Et toujours, quand on va vivre une expérience, ce qu'il en reste, c'est ce souvenir-là. Ce souvenir que l'on a au fond du cœur, ce souvenir qu'on partage avec les gens que l'on croise par ailleurs et qui donne envie quelque part d'y revenir. Donc cette dimension, ce comportement passionnel et cette approche effectivement, et j'ai beaucoup aimé dans les propos, notamment on a tous apprécié les propos de Serge Trigano il y a quelques minutes, mais du service. On a un métier de service, il faut être fier de faire ce service. Moi, ça fait 40 ans que j'ai mon restaurant donc, à Paris. Boulevard Haussmann. Boulevard Haussmann, il s'appelle le Bistrot du Sommelier, comme effectivement celui que M. Juppé connaît, parce qu'il y en a un aussi à Bordeaux, qui n'a rien à voir, c'est un de mes confrères, mais néanmoins qui porte le même nom. Et c'est un état d'esprit, un lieu. Un état d'esprit dans lequel, effectivement, on a envie non seulement d'y aller, mais aussi d'y travailler. Quand moi j'ai mes collaborateurs qui me disent « Ah, on est content, ce matin on est venu même un peu plus tôt parce qu'on avait ça à faire, etc. Et c'était génial, et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ?» La passion de... Hier, il y a un vrai enthousiasme à travailler. Et tu promeus cette transmission à tes équipes. On va en parler avec toi, Philippe. Laurence, revenons à ce qu'on disait tout à l'heure sur ces connaissances. Philippe a des connaissances qui sont incommensurables en termes de gastronomie et puis de vin, bien évidemment. La connaissance, l'intelligence artificielle, vous en parliez, ces milliards de données qu'on agrège versus la connaissance, hein, le décryptage de Laurence. Je crois qu'il faut vraiment démystifier ce que les machines apprennent. Lorsque vous pensez, vous avez la projection sur la machine qu'elle a des connaissances, sans doute pour certains beaucoup plus que et sans doute pour nous tous beaucoup plus, puisque c'est une espèce d'encyclopédie qui va être en mémoire dans ces machines. Quand on projette que la machine a des affects, bon, ça c'est totalement faux. Quand on projette qu'elle a des valeurs morales, c'est encore pire. Il n'y a aucune valeur morale dans ces machines. C'est le résultat de calcul. Et il faut revenir quand même à l'essentiel. C'est-à-dire, qu'est-ce que la machine apprend ? Alors, elle n'apprend pas du tout comme un humain, même si un prix Turing comme Yann Lequin dit « Ah là là, les machines vont avoir des émotions, bientôt elles auront les émotions d'un chat, d'un chien, tout ça. » Non, 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 elles n'ont pas de corps, elles ne ressentent pas, elles ne perçoivent pas, elles n'ont pas d'intention, elles n'ont pas de conatus, si on parle de Spinoza. Donc, il faut vraiment avoir une vision holistique de ce qui se passe. Qu'est-ce que apprend la machine? Si je prends le modèle de langage, d'accord, et ce qui est dans le chat GPT, les gros modèles de langage, qu'on appelle les LLM, Large Language Model, modèles de langue, se fondent sur ce qu'on appelle des tokens, c'est-à-dire des entités minimales, souvent d'une longueur inférieure au mot. 4 caractères en moyenne. Vous voyez ce que ça veut dire, ça? 4 caractères en moyenne. Et on va calculer dans quel contexte on trouve ces tokens. Et on transforme en fait ces milliards de données en un lexique de tokens, chacun représenté par un vecteur de 512 paramètres, 2024, on va aller de plus en plus loin, qui représente tous les contextes dans lesquels on a vu cette machine. Alors pas tous, mais les plus émergents. D'accord ? C'est ça l'intelligence de cette machine, qui derrière vous débite le mot le plus probable après le mot qui vient d'être prononcé. Vous donnez un prompt, essentiel le prompt, pour savoir que la machine va produire. Derrière, le prompt, c'est la requête que vous faites quand vous demandez à ChatGPT quelque chose. Il faut bien comprendre qu'il y a 2 modèles. Oh, il y en a beaucoup de plus, mais il y en a deux types. Le LLM, qu'on met sur étagère, Pre-trained Model. Ce qui veut dire que pour l'économie, waouh, génial, je vais le prendre, tout est dedans, je peux le réutiliser, je l'adapte sur mes données, peu de coûts, génial. On peut dire aussi pour l'écologie, finalement, c'est un gain aussi. Mais bon, dans ChatGPT, dans GPT 3.5, ça s'arrête en novembre 2021. Ce qu'il y a au-dessus, c'est un autre type d'apprentissage qui va chercher à filtrer ce qui n'est non politiquement correct ou ce qui est de l'ordre du dangereux, avec de temps en temps des erreurs, beaucoup d'erreurs. Et là, il y a censure, finalement, des GAFAM, sans aucune vision collective pour faire ces censures.
À l'intérieur du large language model, on a choisi pour vous quelles sont les sources. Dans le GPT 3.5, sachez quand même que 80% des données sont en anglais. Un peu de données en français, un peu en mandarin, un peu dans d'autres langues. Qu'est-ce que ça veut dire? La recherche n'a pas fait suffisamment d'études pour savoir quelle est l'influence d'une langue dominante sur une autre. Enfin, on sait quand même que pour les langues peu dotées, eh bien, ça va aider. Donc quand vous parlez en français à cette machine, en fait, elle raisonne à partir de ces entités qu'elle a vues dans des contextes où il y a des opinions. C'est de la politique, le langage. D'accord? Donc ce sont des sujets géopolitiques, fondamentalement. Et donc, qu'est-ce que fait le AI Act? C'est d'essayer de faire une loi où, par exemple, ils disent que ces systèmes tels que ChatGPT sont des systèmes à haut risque. Et il faut avoir une co-responsabilité entre ceux qui font les gros modèles de langage et ceux qui font le système qui va interagir avec ce modèle de langage. Je vais vous donner 2 autres petites pistes pour vous montrer à quel point il faut lever le capot de la voiture. C'est-à-dire qu'il faut apprendre comment ils sont faits, ces systèmes. Premier, la température. Vous savez ce que c'est la température dans un système comme ça, de GPT 3.5? C'est un facteur de hasard qui est ajouté, c'est-à-dire qu'on ne prend pas forcément le meilleur mot en sortie, mais parmi les N meilleurs mots. Ça permet à quelqu'un de poser la même question et d'avoir 2 réponses différentes. Waouh, la machine est comme un humain. Hein, elle a plusieurs opinions. Okay. Elle est intelligente. Non. Hein. C'est artifice. Un autre truc. Ouais, deuxième exemple. Parce qu'on m'a dit, la machine s'adapte à moi. Bah non, c'est pas vrai. Ce qui se passe, c'est que quand vous interrogez la machine, vous prononcez un premier prompt, alors elle peut avoir des requêtes jusqu'à 8000 tokens. Tokens, les petites entités dont j'ai parlé au début. Okay, donc 8000 et puis 100 000 hein, sur les derniers modèles de chinois qui sont monumentaux, qui dépensent beaucoup d'énergie. Okay, et on prend votre prompt, on va chercher le meilleur mot possible et la séquence des meilleurs mots. Mais la deuxième fois que vous parlez à la machine, on agrège une partie de la réponse qui vous a été donnée à votre requête deuxième, ce qui fait que c'est plus précis. Hein, et donc on a l'impression que voilà, on a l'impression qu'elle s'adapte à nous. intelligente. Donc tous ces hyperparamètres ne sont pas si compliqués à comprendre. Il est nécessaire qu'on soit plus éduqué, que ce soit dans le monde du travail, à l'école, que l'on fasse extrêmement attention à ouvrir la boîte de Pandore. Sinon, nous serons tous, j'entends bien tous, entreprises, gouvernements, citoyens, nous serons tous des consommateurs de quelque chose qu'on ne maîtrise pas du tout. Il ne s'agit pas de savoir le faire soi-même ou comprendre tout. Mais si nous sommes au CNRS, comme vous l'avez très bien dit hier, nous sommes là comme des vigiles. On peut vous aider. On sait en faire des systèmes comme ça. Je les utilise, moi, dans les systèmes que je développe. Dernier point, on avait aussi un pre-trained model fait en Europe, qui s'appelle Bloom, dont personne n'a parlé, financé par le CNRS, financé par l'Europe, financé avec une coopération publique-privée. 175 milliards de paramètres, multilingue, ouvert, c'est aussi multimodal. Donc il faut arrêter de dire qu'on ne sait pas faire. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut remettre au goût du jour. J'adore, on peut applaudir Laurence de Villers. La passion, l'engagement et les points d'attention que vous mettez en avant. La vigilance, Marc, dans le domaine de l'information aussi. Alors on le disait en creux, les médias aujourd'hui, c'est plus ce que c'était. Et comment faire justement pour inverser la tendance et aller vers ce que tu dis, c'est-à-dire de la rigueur, de l'information qui est avérée, qui est vérifiée, parce qu'il y a eu quand même cette dérive. Chaîne d'info, tu en parlais, et on est spectateur, un peu comme disait Laurence, par rapport à tout ça, en disant ben voilà, on y va. Le problème, c'est qu'on est tous ambivalents par rapport à l'information. D'un côté, on se dit il faut être informé, c'est important. Et d'un autre côté, on ne veut pas payer pour ça. On se dit est-ce que je vais dépenser de l'argent? Et puis surtout, on manque de temps. On est bombardé par différents canaux. Donc, c'est la flemme en fait, hein, c'est en un clic, hein, comme disait Laurence avec la machine. Hein. Non mais c'est presque ça. Ouais. Donc, en tout cas, ce qu'on essaye de faire, la réponse qu'on essaye d'apporter avec Newstank à ça, c'est d'abord d'avoir une charte éditoriale qui définit extrêmement précisément comment on va chercher l'information, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, et comment on l'écrit ensuite, pour que dès le titre, donc la presse en général fait un titre qui essaye de vous attirer, d'éveiller votre attention, etc. Nous, on se dit, les gens, s'ils vont chercher de l'information, c'est autant leur donner tout de suite. Donc le titre, déjà,
est factuel et donne l'information. Et ensuite, dans les 3 premières lignes, si on ne lit que les 3 ou 5 premières lignes, on doit avoir toute l'information qui est la réponse à des questions qui sont toujours les mêmes: qui, où, quand, quoi, comment, pourquoi, terminé. Voilà, c'est notre manière de faire pour essayer d'apporter de l'information précise dans un temps le plus utile possible à nos lecteurs. Donc, d'où notre baseline, l'information utile en temps utile. Et aux rédactions, on leur dit, de manière un peu provocante, ne cherchez pas à penser, vous ne pensez pas, mais vous devez donner à penser. Complètement différent comme approche. Voilà, donc après ce que font les autres... 90 personnes, 65 journalistes, je disais plusieurs verticales. Hein, Voilà, donc il y a aujourd'hui, ça date de 10 ans. J'avais fait une autre boîte qui s'appelle AEF, que j'avais créée en sortant d'Europe 1, où j'avais été viré par Jean-Michel Garrigue. Je te rassure, il m'a viré aussi. Hein. Qui m'avait aussi embauché. Ouais, ben moi aussi, il m'a viré, embauché. C'est ce qui crée des liens, Jean-Michel. Il a gentiment accepté de me virer à ma demande, insistante. Merci Jean-Michel. Il y avait un beau chèque à la clé pour nous, donc on est bien parti. Et comme Serge, j'ai investi toutes mes indemnités de départ. Si elles avaient été plus importantes, ça aurait été mieux. Dans la création d'AEF, la première boîte, que j'ai développé de début 98 à 2011. Et ensuite, en 2012, j'ai créé donc Newstank. Et il y a aujourd'hui 7 verticales. Et à chaque fois, en fait, on fait la même chose. On fait de l'information économique, politique et juridique pour les dirigeants de secteurs, parce qu'on ne peut pas... 2000 entreprises, 2000 organisations clientes, c'est énorme. Un petit peu moins, mais très bien, merci. Merci. Il y a 15 000, en gros, il y a 15 000 dirigeantes et dirigeants qui nous lisent, répartis dans les 7. Donc les 7, c'est culture. Donc voilà, si vous êtes le patron de l'Opéra de Paris ou le patron de la CGT Culture ou le patron du Festival d'Avignon, vous lisez Newstank Culture. D'ailleurs, on est très présent en ce moment. Sport. Voilà, l'économie du sport et la gouvernance, c'est toujours les mêmes sujets. Il y a beaucoup de politique dans le sport, énormément. Éducation et recherche, énorme sujet, dans notre pays. Les 4 autres marques, les 4 autres verticales. Et les 4 autres, donc vous avez RH, formation professionnelle, relations sociales, talent management et technologie au service des RH. Cities. Aménagement, urbanisme, logement social, immobilier, mobilité, les mobilités individuelles, collectives. On ne fait pas encore le transport, mais on fait les mobilités. Et on a ouvert un petit peu avant le déclenchement de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on a ouvert énergie. Alors on le préparait depuis plusieurs mois, donc ce n'est pas un vil opportunisme de notre part, mais énergie, c'est des sujets considérables, avec des enjeux énormes, et à la fois économique, technique, technologique et politique. L'énergie, il en faut, Philippe, quand on voit toutes ces bascules, les bascules du climat, les bascules de génération dans le monde du vin. Pour revenir à ce que disait Laurence tout à l'heure par rapport à la connaissance, la façon dont on cherche à avoir la connaissance, est-ce qu'on pose la question, est-ce que tu dis là aussi que les choses ont changé, ça rejoint peut-être ce que disait Brigitte Millot hier par rapport aux médecins. On se retrouve avec un patient qui prétend savoir plus que le sachant. Hein. Déjà, souvent quand les gens posent des questions sur le vin, ils testent déjà la connaissance de celui qui l'a en face. Quand les clients ils posent la question, ils connaissent la réponse. Hein. Mais ils vous demandent ça vient d'où. Oui, donc ils vont vérifier la réponse. Mais oui, ils vérifient la réponse. Une fois que la confiance s'installe, les choses peuvent démarrer un peu plus librement. Mais il y a cette petite défiance qui existe aujourd'hui, qui est un vrai comportement également qu'on n'avait pas avant. Avant, quand on était souvent impressionné par les sommeliers, ce qui n'était pas nécessairement la meilleure des choses, parce qu'on était un peu bloqué finalement, et il y avait le sachant, et puis il y avait celui qui subissait un petit peu et qui apprenait. Aujourd'hui, il y a un rapport, peut-être pas d'égalité, mais en tout cas, il y a un apport de l'accès à la connaissance qui fait qu'effectivement, j'ai déjà évoqué tout à l'heure, on peut facilement avoir au moins les informations de base. Et comme vous l'expliquiez Marc il y a un instant, les informations, elles sont rapides à obtenir, elles sont très synthétiques, donc en quelques mots, on peut déjà faire une petite synthèse de ce que l'on peut imaginer. Sur ChatGPT, on peut trouver aussi des infos. Sûrement, bien entendu. Mais on en parlait hier avec Laurence, mais on peut avoir des infos, mais on ne peut pas avoir cette analyse
et sa pertinence d'analyse. Réaction Même les infos, il y a Laurence. énormément d'erreurs. Hein. Ah. ChatGPT vous livre une somme de conneries invraisemblables quand même, hein, Laurence, facilement. Hein. Laurence, rapidement, et puis Philippe. Ouais. Oui, en fait, on perd les sources, principalement. C'est-à-dire que d'habitude, on fait une recherche, on regarde sur Internet, on va voir un tel, on sait qui a dit quoi. Il est responsable de ce qu'il a dit, d'accord ? ChatGPT, il nous renvoie un résumé de tout ça, à sa sauce, en calculant. Et il n'y a plus aucun lien avec les sources. Donc peut-être qu'on va arriver à faire des modèles demain qui garderont les sources, mais ce n'est pas le cas. Et quand Bing de Microsoft utilise GPT-4, qui est la suite, il génère des sources, mais certaines sont fausses. Demandez à ChatGPT des sources, vous allez voir, il est capable d'en faire des tonnes. Mais bon, c'est quoi ça ? Philippe. Donc il est utile pour moi de déconstruire. C'est-à-dire, à partir du résultat, on fait bottom-up, top-down, comme on dit en recherche. C'est-à-dire, top-down, j'ai le résultat, et je demande aux étudiants, trouvez-moi quelles sont les idées. Trouvez-moi quelles sont les références à ces idées. Déconstruisez finalement le cheminement, et puis finalement ils vont peut-être se rendre compte que c'est totalement crétin ou très intéressant, Ouais. mais c'est l'humain qui aura fait la démarche Et qui fera de le tri, justement. discussion. Intéressant. Et moi, je me rappelle d'un moment grand moment de solitude. Je fais l'interview de Sharon Stone et je prépare l'interview. Adorable. Non, mais Non, il y a pas pire. pire. Non, mais attendez que je vous raconte ça. Attendez, parce que ça a été la plus adorable des personnes que j'ai pu interviewer et rencontrer. Le moment de solitude, il vient que je prépare l'interview en me disant bon, je vais aller glaner des informations sur elle pour être un peu moins Ah oui, préparé, vous avez en des fait. trucs faux. Ouais, exactement. Donc je vais sur Wikipédia. Et sur Wikipédia, je vois qu'elle a une maison en Nouvelle-Zélande. Et donc après, je fais l'interview, je lui dis alors, Sharon, vous venez souvent en France et tout. Elle me dit oui. Je lui dis et alors donc vous aimez bien aussi la Nouvelle-Zélande. Je vois que mais je suis jamais allé en Nouvelle-Zélande. Je n'ai pas de maison en Nouvelle-Zélande. Et là, le grand moment de solitude, hein, ça rejoint le côté fait. Et ça, c'était Wikipédia. Hein, il n'y avait pas de ChatGPT. Oui, mais ChatGPT, c'est encore mieux. Ouais, voilà. Alors non, Philippe. contrairement à ça, quand même, il y a des émergences de comportement. Et alors, il y a certains qui sont technophiles, qui disent « Waouh, on va tout mettre dedans ». Alors, je mets la botanique, la zoo, l'anthropo, la philo, tout. Le vin, la bouffe, tout ce que vous voulez. Okay, on me fout tout dedans et il va ressortir des émergences intelligentes. Bon, alors là, écoutez, hein, Philippe. franchement, au doigt mouillé. Hein. Ouais, Philippe, revenons sur ces bascules. Les générations, les terroirs, tu disais consommer responsable, hein, en gros boire mieux et moins. Hein, voilà, le moment apéritif qui est gommé. Comment tu vis ça ? Comment vous vivez ça ? Il y a plein de bascules en matière notamment d'œnologie et de comportement par rapport au vin. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, mon grand-père me demandait de mettre la table. Il prenait le bouteille de vin et les mettait sur la table. Et on mettait la table autour. Donc il y avait le vin qui était au centre, j'allais dire, peut-être pas des débats. Parce le partage. On n'en parlait pas spécialement, mais par contre, le vin était là. Aujourd'hui, on le voit moins, le vin à table, même à la maison. Hein. Par contre, quand on sort une bouteille, en général, on s'y intéresse. Et ça, c'est une dimension qui est vraiment une vraie bascule. Pourquoi tu as choisi tel vin, d'où ça vient. Donc ça veut dire que quand on amène quelque part un vin, on n'amène plus quelque chose qui fait partie du réflexe du comportement nutritif, mais réellement une dimension historique, sociologique, parler non seulement du terroir, mais parler aussi de l'humain. L'humain reste au centre du débat. Et heureusement, c'est vrai que l'intelligence artificielle a de l'intérêt, mais a ses limites aussi. Quand on goûte un vin, Pasteur, c'est pas d'aujourd'hui, qui disait qu'il y avait plus de philosophie au fond d'un verre de vin quelque part que dans la plupart des bibliothèques. Donc c'est à réfléchir, mais c'est peut-être pas complètement vrai. Mais néanmoins, il y a cette dimension philosophique dans le vin, parce que le vin n'est pas une boisson comme les autres. Le vin, c'est le reflet d'une histoire, c'est le reflet d'un terroir, c'est le reflet de savoir-faire, c'est le reflet aussi du climat. On l'évoque souvent en ce moment, et comment se présente l'avenir, on le sait tous, il est un peu incertain. La vigne est une plante certes pérenne. Quand on prend des décisions, on les prend pour un certain temps. C'est pas comme une plantation qui est éphémère ou saisonnière. Donc c'est vrai qu'il y a des vrais enjeux stratégiques au niveau de l'avenir. Et on est dans une vraie phase de bascule. Quand on pense Bordeaux, on pense à la ville, que vous avez su remettre en valeur, au vignoble extraordinaire et au grand cru. Mais aujourd'hui, on arrache pas mal de vignes à Bordeaux.
Pourquoi? Parce que effectivement, les goûts ont changé, les évolutions ont changé, les attentes des les consommateurs ont changé. Pardon. Même si sur ChatGPT, on pouvait imaginer que la Chine était l'Eldorado des petits Bordeaux, etc., on s'aperçoit qu'en Chine, ils consomment de moins en moins de petits Bordeaux et qu'ils se sont aperçus qu'effectivement, il y avait des vins intéressants dans d'autres régions qui pouvaient apporter de la fantaisie, qu'elles soient du sud méditerranéen français ou d'autres pays du monde. Simplement, il y a une vraie concurrence et donc il y a une évolution par rapport au comportement et aux attentes des clients. Évolution par rapport au comportement, mais il y a toujours cette constante de l'émotion, cher Philippe. Cette bascule, elle est encore plus forte. Tu dis maintenant on sort un verre aussi pour créer un événement, c'est pour célébrer quelque chose. Et il y a toujours ce que tu nous dis, toi, Philippe, ou ce que dit Jean-Michel. Tiens, goûte-moi ça. Goûte-moi ça. Oui, l'envie finalement du partage, parce que je pense que c'est aussi quelque chose qui est fondamental. Quand on découvre quelque chose, la seule envie qu'on a, c'est effectivement d'en faire profiter les gens qu'on aime. Et c'est le métier que je fais, c'est aussi une sorte d'acte d'amour et de partage. C'est ce que j'explique aussi à mes collaborateurs quand de temps en temps ils doutent de se dire ouais, mais on est là pour servir, etc. C'est pas très noble. Je dis mais vous êtes là pour faire plaisir aux gens. Et c'est vrai qu'on fait des horaires, c'est vrai que c'est des métiers qui ont leurs limites, mais par rapport à des gens qui travaillent dans les services d'urgence des hôpitaux et qui sont là aussi pour servir les gens, je pense que dans la restauration, grâce aux produits, etc., et au bien-être que l'on peut apporter, il y a quelque chose qui est une dimension extrêmement intéressante. Le partage dont parle Philippe, Marc, c'est un peu ce qui t'anime aussi, le partage de l'information, ton regard sur l'intelligence artificielle, ce qu'on disait, par rapport au métier de journaliste, et puis aussi ton regard sur l'actualité et les séquences qu'on vient de vivre, le traitement de l'information sur ce qu'on vient de vivre ces derniers jours, et peut-être la période des retraites aussi. En tout cas, pour rebondir sur ce que vient de dire Philippe et ce qu'a dit Serge tout à l'heure, d'une certaine manière, on essaye de faire de l'information qui va rendre service à nos lecteurs, et donc on échange en permanence avec eux pour avoir les retours et savoir si vraiment on est utile ou pas. Voilà, la position du journaliste en surplomb, donneur de leçons, ne me paraît pas d'avenir. Et effectivement, moi, ça me rend dingue. Les entourloupes sémantiques dans les articles, comme le flou dans le meilleur des cas, le faux souvent, ou la manière de dire, voilà, je vous apporte de l'information, puis en fait, hop, je glisse. Voilà, les journalistes qui arrivent en vous posant des questions, mais ils ont déjà les réponses. Ils savent que c'est ennuyeux. Moi, ça me pose un gros problème de déontologie, d'éthique, de ce que devrait être ce métier. J'avais, il y a quelque temps, écrit un petit topo sur un journalisme mineur de fond. C'est-à-dire qu'il faut revenir, aller chercher dans la mine les informations, et ça c'est intéressant. Si personne ne le fait, ça s'appelle l'investigation. Voilà, s'il y a que. Alors, vous avez vu que depuis quelques années, des rédactions, y compris l'AFP, ont créé des services de check, vérification des faits, fact-checking. C'est une blague. Si vous êtes journaliste et que vous ne pensez pas à vérifier, déjà, c'est la base du métier. Ça veut dire que tu pars du prérequis que l'information n'était pas vérifiée. Des services spécifiques pour ça, même à l'AFP. Non, mais c'est un vrai. Enfin, franchement, je ne m'en remets toujours pas, pour tout vous dire. Réponse par rapport au traitement de l'info là sur l'actu. C'est pareil. Alors, la télé, c'est quand même dramatique, puisque selon l'angle de caméra que vous choisissez, on a vu ça, vous avez fait un gros plan sur 12 personnes, vous avez l'impression qu'il y en a 3000, puis en fait il y en a 12. Ceux qui tapaient sur les casseroles par exemple Par exemple, l'épisode des casserolades, entre guillemets. Voilà, donc et puis normalement, comme disait Albert Londres, ma seule carte, à part la carte de presse, c'est ma carte de chemin de fer. Donc, on pourrait même, enfin moi je vais jusqu'à dire qu'un journaliste ne devrait pas avoir d'engagement politique, même si les politiques essayent toujours, mais c'est normal, de prendre la main sur les journalistes pour qu'il leur soit favorable, mais le journaliste devrait être systématiquement avec un pas de côté, c'est Beuve-Méry au Monde, etc. C'est garder une distance
par rapport à tous les acteurs, pas qu'aux politiques, aux chefs d'entreprise, aux DRH, etc. Parce que le journaliste devrait être justement ce tiers de confiance qui a une certaine neutralité, qui n'est pas facile à respecter, mais dans le traitement des informations sociales, notamment. Donner à savoir, ce que tu disais tout à l'heure. Voilà. Et puis, ce qui est important, c'est que les interlocuteurs de journalistes ne sachent jamais ce que le journaliste pense. Ça, je trouve que c'est intéressant. Et tous ces métiers de la connaissance, d'ailleurs, les profs, c'est le même sujet, les médecins, d'une certaine manière, qui sont extrêmement impactés, remis en cause, doivent réfléchir, enfin on essaye en tout cas, à comment pratiquer le métier dans les nouvelles configurations, dans la bascule. Moi, je veux plus une évolution qu'une bascule, mais parce que, encore une fois, ça a commencé avec Internet. Comment pratiquer le métier pour qu'il reste utile, déjà, dans la société, pour qu'il serve à quelque chose, et qu'il ne soit pas balayé, discrédité, comme le sont d'autres métiers en ce moment. Je voudrais qu'on a beaucoup de choses à dire et c'est passionnant, mais le temps passe et tu sais ce que c'est. Hein, on doit être aussi gardien du temps. Je voudrais qu'on termine tous les trois avec le sujet que vous avez abordé, Laurence, qui me paraît clé. C'est de la jeunesse, l'éducation à l'apprentissage de la connaissance. Je lisais un article dans le Point l'autre fois où on disait que la non-maîtrise de la langue française était à l'origine de violences verbales, voire plus. Et c'était très intéressant, je crois que c'est Jérôme Fourquet qui disait ça. Les tout petits, vous commenciez à en parler, Laurence, par rapport à ces points de vigilance que vous évoquez, et essayons de terminer tous les trois avec une note positive. Donc je parle beaucoup en fait de coévolution humain-machine, c'est-à-dire que les plus jeunes, nous on a la chance d'avoir vécu autrement, donc on a un jugement quand même de ce qui est en train de se passer. Les enfants qui vont à l'école maintenant, si demain, effectivement, ils apprennent plus la langue, mais qu'ils se servent de ChatGPT ou autre, on va perdre en fait énormément de notre culture, de la connaissance. La machine va être une prothèse, en fait. Hein. Donc la prothèse de mémoire, la prothèse du langage. Or, on a bâti notre intelligence collective avec le langage. Donc il y a là un énorme enjeu. Ces systèmes qui accélèrent encore, ils datent de 2017, hein, et ils accélèrent tout ce qu'on voit de néfaste sur les réseaux sociaux avec la diffusion de fake news. Si vous êtes sur TikTok, par exemple, pour les enfants, c'est un réseau qui vous raconte n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Et les enfants vont gober ce truc-là. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Je crois qu'on ne s'est pas réveillé, on n'a pas compris que à la fois la Chine et les États-Unis étaient en train de monter en puissance. C'est vraiment de la géopolitique. Je vais revenir sur un des aspects pour conclure. La mémoire. Vous dites que la mémoire, c'est important. Eh bien, c'est ça la désirabilité aussi de ces systèmes. Elles vont garder notre mémoire. C'est ça l'objet de la pièce qu'on a écrite. Ake Garuzia, c'est une femme qui meurt au début, et qui veut qu'on garde sa mémoire. Et nous sommes tous comme ça. J'ai posé la question à certains d'entre vous. Connaissez-vous vos arrière-grands-parents ? Ben non. On a oublié leur nom. Comment on fait pour finalement faire une désirabilité autour de ça ? C'est peut-être par ces biais-là qu'on va aller nous chercher. Après, elle est capable d'émergence. Tout à l'heure, je me suis fichue un peu de ces histoires, mais si on est au niveau scientifique, si on s'appuie sur la recherche, on est capable d'aller chercher des choses intéressantes pour la médecine, pour l'écologie. On est capable de percevoir différemment avec une machine. Et cette perception différente, elle est très utile. Mais il faut bien comprendre qu'elle est différente. Attention à la confusion. Ce n'est pas humain du tout. C'est ni super humain, ni rien du tout. C'est artificiel à partir de nos données. Et c'est intéressant d'aller le regarder, mais avec conscience de cela. Si on n'a pas conscience que l'humain doit rester au centre, on va perdre. C'est très important de le comprendre. Dernier point, je m'intéresse au nudge, l'incitation à faire par les machines. Le nudge, vous voyez ce que c'est ? Très court, l'incitation par les signes. Parce qu'après, on va papoter pendant la pause. Les GAFAM, si vous regardez ce fameux Social Dilemma, qui est un très bon documentaire, vous avez quelques ingénieurs repentis qui vous disent « Ah, on était brillants, on a fait des choses incroyables ». On allait tous à l'école de Chicago suivre des cours donnés par des économistes qui nous apprenaient comment on manipule les gens, comment on retient leur attention sur Internet, comment on va faire glisser une information dans le langage. Le nudge linguistique, c'est le sujet de ma chaire, ça nous manipule incidemment, on ne s'en rend pas compte, c'est souvent subliminal. Ils sont experts en ça et dans Social Dilemma, à un moment donné, ils disent « Nous ne sommes pas responsables ».
Et c'est là que je voudrais insister. Il est important, le triptyque loi, on doit être fier de ce qu'on a fait avec le RGPD. On n'est pas en retard, on est en avance sur la réflexion. La loi sur l'IA, les normes dont j'ai parlé, qui sont essentielles, pour lesquelles les entreprises doivent être mêlées, et donner leur grain de sel. C'est la façon de construire une économie forte, une économie européenne. Et la dernière, c'est l'éthique pour laquelle je me bats. Et j'ai essayé de vous envoyer des liens. Je pense que vous aurez des liens autour du dernier rapport qu'on a fait sur les enjeux des IA génératives, les enjeux d'éthique. Et enfin, dernier point, pour en avoir discuté elle est très forte. avec... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Politique, hein. Et les derniers points, quand même, tout petit, c'est qu'avec mon collègue du CNRS, nous sommes... On pense qu'il faut allier nos forces avec vous sans doute, mais il faut absolument monter en recherche un institut pluridisciplinaire de formation et de recherche pour expliquer les enjeux éthiques de l'IA, de l'écologie et faire sens en alliant science et société. Merci beaucoup, Laurence. Merci. Alors, ce que je vous propose, je vais demander à Marc et à Philippe de conclure. On fera les questions-réponses dans les jardins de ce bel endroit, de cette collection Lambert. Marc, très rapidement, pour ouvrir nos horizons, et puis Philippe après. 2 points très très brefs. Personnellement, je crois dans la technologie. L'histoire nous montre que tous ceux qui ont essayé de se mettre, de dire il faut freiner la technologie, ont été balayés. La technologie, elle avance toujours, donc j'y crois. D'ailleurs, sur la connaissance, quand l'imprimerie est arrivée, quand le livre est arrivé, les esprits ont dit que ça allait être la catastrophe. Quand la télé, enfin bref, donc le papyrus, ça a été la catastrophe. Donc je ne suis pas inquiet. En revanche, je souscris pleinement à ce que dit Laurence. Et pour moi, l'école... Et la révolution de l'école est à faire, la révolution de l'enseignement, parce que la situation est quand même catastrophique, étayée, et rien ne se passe, et rien n'est à hauteur des enjeux dans les programmes que je peux voir, que ce soit sur l'échiquier politique. Merci Marc. Philippe. La formation est souvent au centre du débat, c'est là que ça commence, hein. L'avenir est dans la formation. Et dans notre métier, on peut imaginer que quand on forme un sommelier, on le forme à la dégustation, etc., mais on le forme surtout à expliquer. Finalement, ce qui est important pour nous, c'est de mettre des mots sur des émotions, de les traduire et de les partager. Donc c'est pour ça qu'effectivement, on insiste en formation avec des cours de diction, des cours de français, des cours de théâtre, des cours de comportement, qui sont au centre autant d'éléments qui sont aussi importants finalement que la connaissance elle-même, c'est-à-dire la façon de la transmettre. Il y a une bonne nouvelle et qui est en même temps aussi un point de vigilance, Philippe, c'est que la transmission n'a pas de frontières, confère les lauréats de cette année. Absolument, on a organisé il y a quelques mois le concours du meilleur sommelier du monde en France, avec une jolie finale qui a réuni sur scène des candidats d'horizons divers. Le gagnant du meilleur sommelier du monde cette année, c'est Raymond Thompson. C'est pas chaque année, mais en tout cas pour la promotion de cette année, qui représentait la Lettonie. Donc c'est un peu inimaginable pour nous, mais c'est un grand sommelier. D'abord, il est grand par la taille, mais il est grand pour le savoir. Il était meilleur sommelier d'Europe également il y a quelques années. Déjà podium en 2019 à Anvers. Deuxième, une sommelière danoise, Nina Jensen. Troisième, un jeune sommelier de Hong Kong, brillant. Et quatrième, notre française. On aurait bien aimé qu'elle aille un peu plus loin encore, mais elle fait partie du Carré d'As. Puisque Pascaline Lepelletier, qui nous représentait cette année, qui travaille à New York, a terminé effectivement au pied du podium. Mais moi, je dis plutôt le Carré d'As, finalement. 2 hommes, 2 femmes sur les plus hautes marches du podium. C'est quand même un beau message aussi qu'on a essayé de faire passer. Allez, on va trinquer à la passion de nos 3 invités. Merci beaucoup, Laurence, Marc et Philippe.